Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une foire aux questions que je vous ai proposée ici sur YouTube et sur Instagram. Donc je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier tout simplement d'être là parce que, alors j'ai fait cette vidéo parce que j'ai constaté qu'on avait même dépassé les 4000 abonnés sur YouTube et ça me fait hyper plaisir. Je voulais vous remercier tout simplement en fait d'être là, pour votre soutien, pour vos commentaires, vos messages, vos conseils, vos j'aime, voilà, d'être là, de faire cette chouette petite communauté. Et si on m'avait dit ça des années en arrière, j'aurais bien rigolé, mais c'est trop chouette cette petite chaîne, cette petite communauté. Donc sincèrement, je voulais vous remercier. Je voulais aussi remercier les personnes qui ont participé aux petites boîtes à questions que j'ai mis, parce que c'est grâce à vous que cette vidéo, que je peux faire cette vidéo. Et puis, comme je suis gênée, maintenant je vais tout de suite vous répondre aux questions que j'ai reçues. Alors, on m'a demandé ton produit chouchou plante de tous les temps. De tous les temps. Alors, mon produit chouchou, ce qui veut dire que je dois en donner qu'un seul, c'est pas évident comme question. Déjà parce que j'ai un réel problème dans le fait de choisir, ça c'est un gros problème pour moi. Et puis parce que là c'est quand même large, pour les plantes, pour moi il y a plein de produits. Ça peut être un produit qui va booster la croissance de la plante, un engrais, un biostimulant, ça peut être un produit, un insecticide, bon il y a plein de choses quoi. Si je devais en donner que deux, parce que je vais pas réussir, je dirais les EM. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet récemment, parce que les EM, alors d'une part pour les résultats, d'autre part parce que c'est très complet, et surtout parce que c'est un peu ce que je vous disais dans la vidéo, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui me paraît logique moi. C'est les EM, donc c'est les micro-organismes qu'on va remettre dans les pots, c'est ramener de la vie dans nos pots. Voilà, les plantes qu'on cultive nous à la maison, elles sont dans des pots, il n'y a pas du tout tout ce qui est amené par la nature, par la vie dans la nature. C'est presque stérile finalement dans les pots. Le fait de ramener de la vie là-dedans, ça me parle beaucoup, donc je dirais les EM, et puis ça fonctionne très bien. Et je dirais aussi, si je dois en choisir qu'un, l'Extra Roots. C'est un produit que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un produit qui va aider à faire, alors soit à faire re-raciner, enfin moi je m'en sers pour soit faire re-raciner une plante qui va mal. Je fais mon premier arrosage après un rempotage avec l'Extra Roots pour aider les racines à s'installer dans le nouveau substrat. Je vaporise, je l'utilise en foliaire sur les plantes pareil qui vont mal, qui ont besoin de raciner, ou quand je viens de planter une bouture. Alors ce que je mets sur les boutures, c'est plutôt le gel, mais on a dit qu'on parlait d'un seul produit, donc voilà, on va dire l'Extra Roots, il y en a plusieurs, mais on va dire Extra Roots et EM. Ensuite, alors quand faut-il rentrer ses plantes après avoir passé l'été au balcon? Merci. Alors ça, je vais avoir du mal à répondre parce que c'est pas quelque chose que je fais. Moi, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a des plantes que je sors et que je re-rentre? Non. Non, j'ai pas ça. Moi, les plantes que j'ai dehors, je les laisse. Alors moi, j'habite dans le sud de la France, j'habite à côté de la mer. Donc, j'ai pas de température très froide. La mer, ça va tempérer un petit peu. Je vois quand on est un petit peu plus dans les terres, il fait plus froid. Donc moi, j'ai pas de gel ici. Et du coup, je fais pas ça. Même mes Oya, tout ça, ça reste dehors. J'aurais tendance à dire, alors là ça va vraiment être, je m'engage pas parce que c'est quelque chose que je fais pas. Si je devais le faire, là j'ai sorti ma Zébrina cette année, puisque elle avait des acariens et que j'en avais ras la casquette, je l'ai mise dehors. Moi, si je devais le faire, je rentrerai mes plantes à partir du moment où on passe en dessous des 10 degrés de la nuit. Enfin, à partir du moment où on arrive à 10 degrés la nuit. Voilà, je ne prendrai pas le risque d'aller en dessous. Je sais pas, le problème c'est que la question elle est un petit peu trop générale. On ne me dit pas pour quel type de plante, mais j'imagine qu'on parle d'aracées. Je ne testerai pas en dessous de 10 degrés. Avec quel produit et comment procéder pour faire du foliaire? Alors
alors avec quel produit je ne vais pas pouvoir répondre parce que ça dépend pourquoi. On peut faire du foliaire avec plein de choses, les EM, les biostimulants, il y a des engrais qui se passent en foliaire, donc là je ne vais pas pouvoir répondre. Par contre, comment procéder pour faire du foliaire, c'est une question qui est intéressante. Alors, donc le foliaire, c'est le fait de venir vaporiser un produit. La plante, en fait, elle a plusieurs moyens de boire. Elle peut le faire donc, par les racines, avec la photosynthèse, et elle peut aussi le faire avec... Est-ce que j'ai une plante? Non. La question, est-ce que j'ai une plante? Est-ce que j'ai une plante à côté? Est-ce qu'on se pose cette question-là dans une maison de plantes addictes? La plante, elle peut boire par l'arrière des feuilles, où se trouvent des stomates. Alors les stomates, je vais vous mettre des images qu'on trouve tout simplement sur Wikipédia. C'est des petits orifices, comme des petites bouches, des petits trous qui se trouvent sous la feuille et qui, en fonction de la période de la journée, vont s'ouvrir ou se fermer. Et quand elles sont ouvertes, elles vont permettre les échanges gazeux, les échanges d'eau avec, voilà, avec l'environnement extérieur. C'est une autre manière pour la plante de boire et donc en l'occurrence de recevoir des produits. Quand vous avez une plante, je vous disais juste avant, si j'ai une plante qui a plus de racines, je vais la soutenir en lui vaporisant de l'extra roots, donc du stimulant racinaire. Je sais qu'en le mettant dans le substrat, ça ne fonctionnera pas puisque la plante ne boit plus, donc je vais lui faire passer en foliaire. Bon, c'est pas la question, mais ça m'a permis de vous expliquer un peu ce que c'est le foliaire. La question c'était comment faire le foliaire, quand, Comment procéder pour faire du foliaire? Alors, je disais quand parce que c'est ça le réel enjeu, c'est de le faire au bon moment quand les stomates sont ouverts. Et ça, alors déjà c'est 2 jours, surtout pas de nuit, et en fait ce qui va stimuler l'ouverture des stomates, ça va être la lumière et l'humidité. Donc idéalement il faut le faire le matin, parce que plus vous allez avancer dans la journée, plus la température va monter, peu importe la saison, il fait quand même plus chaud à midi, et quand la température monte, l'humidité baisse, logiquement, et les stomates vont avoir tendance à se refermer. Donc il faut le faire 2 jours, et idéalement le matin. Et puis voilà, il faut vaporiser surtout le dessous des feuilles, puisque c'est là que se trouvent les stomates. Et voilà. Voilà. Ensuite... Alors ça, c'est un gentil message qui est pas une question, pas de question, juste te dire merci pour tes partages, un vrai bonheur. Ben, que répondre à ça, voilà, parce que ça me gêne. Merci déjà, et puis moi aussi, voilà, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, moi aussi je vous remercie parce que souvent on me dit « Ah merci Yaya, tes partages, ça nous apporte, etc. » Mais moi aussi ça m'apporte, il faut se rendre compte quand même de ça, c'est que cette chaîne, moi les réseaux, j'en avais une vision très négative avant de connaître la partie plante, et ça n'a pas trop changé, très honnêtement, en dehors des plantes, je trouve pas que ce soit hyper sain. Mais c'est vrai que moi ça m'a aussi apporté quelque chose dans ma vie, puisque moi j'étais quelqu'un de très, enfin je suis toujours très entourée, mais j'étais quelqu'un qui avait une vie sociale très développée, parce que je suis quelqu'un, voilà, je suis très sociable, c'est comme ça. Quand je vivais à Paris, enfin quand je vivais en région parisienne, je travaillais en plein Paris, place de la Bastille, je travaillais dans un club de sport où j'avais beaucoup de clientes, et qui, ben voilà, avec les années, j'y ai travaillé plusieurs années, c'est un milieu dans lequel on est assez proche de nos clients. Moi je travaillais dans un club haut de gamme, donc on avait un numerus clausus, on avait peu d'abonnés, ce qui permettait d'avoir une relation quand même privilégiée. C'était un travail où on se devait de prendre le temps avec les gens, donc c'était chouette à faire, et où j'ai lié de vraies connaissances qui sont même parfois devenues des amitiés. Il y a des personnes que je vois encore qui sont venues me voir dans le sud. Donc voilà, j'avais ma famille, j'avais mes amis, j'avais un gros groupe de copines, parce que c'est la région dans laquelle je suis née, donc voilà, j'avais beaucoup de monde autour de moi, et en plus de ça, je me suis fait un gros réseau de connaissances au travail. J'avais des abonnés qui passaient juste pour qu'on boive le café, enfin voilà, vraiment j'étais très entourée. Puis je suis venue dans le sud, et là, il y avait la mer et le soleil, c'était cool. Mais il n'y avait plus personne. Alors c'est un choix qu'on a fait, je regrette pas du tout, et je ne remonterai pas en région parisienne. Il n'y a rien dans la balance qui ferait que je remonte. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu le désert quand même, niveau social. J'avais des copains et de la famille qui descendaient de temps en temps, mais bon, c'est quand même pas pareil que quand on a toute la journée. Voilà. Après ça, je suis devenue maman, je me suis complètement concentrée sur ma fille. Et c'est vrai que quand ma fille est rentrée à l'école, et ben finalement, tout ça est arrivé, comme quoi la vie est bien faite, parce que c'était pas prévu du tout. Moi, j'avais pas du tout prévu d'atterrir sur les réseaux sociaux.
Et finalement, c'est une bonne chose. Je me suis aperçue qu'en fait, ça me ramenait un petit peu quand même un côté vie sociale que j'avais moins. Et que ma fille est partie à l'école, finalement, ça s'est bien... regardez, il y a le soleil qui arrive juste quand je vous fais une déclaration. Mais c'est vrai, je me suis dit, finalement, c'est bien tombé. Juste au moment où ma fille est partie à l'école, moi, j'ai tout ça qui est arrivé et je pense que ça a fait un peu une balance. Et voilà, tout ça, c'est juste pour vous dire que je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre soutien. C'est aussi pour ça que je fais attention à ce dont je vous parle, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de sérieux, mais aussi parce que je respecte cette communauté, je sais ce qu'elle m'apporte. Et voilà, en tout cas, c'est peut-être maladroit, mais c'est pour vous dire merci moi aussi. Et surtout, merci pour ce message trop chouette. Alors ensuite, y a-t-il un pays que tu aimerais visiter prochainement? Alors vous allez voir, c'est rigolo parce que cette FAQ, ça reflète complètement mon compte. C'est-à-dire que j'ai lu rapidement les questions et c'est plantes, voyage, beauté. On est clairement dans le Yaya Green Addict. C'est rigolo parce qu'en fait ça reflète pas mal ce que je vous partage. Alors, y a-t-il un pays que tu aimerais visiter prochainement? Oui, partout, toute la Terre. Moi, les voyages, c'est voilà, c'est trop notre truc. Alors, prochainement, en tout cas, des pays que j'aimerais visiter, oui, je dirais le Canada. C'est un pays que j'adorerais faire. Alors, c'est un peu étonnant de moi parce que j'aime pas le froid. Mais pour aller au Canada, bien équipée, ça me tenterait bien. J'aimerais aussi aller voir les baleines là-bas. Enfin, voilà, le Canada, c'est un pays qui me plaît. Le Japon, c'est aussi un pays qui m'intrigue beaucoup. C'est un des rêves de mon mari. Moi, ça me parle beaucoup pour le côté culturel. Moi, j'aime le choc culturel. Vous voyez, quand on arrive, c'est pour ça qu'on aime autant l'Asie, parce que quand on arrive, c'est le dépaysement total. On en prend, je dis toujours ça, mais c'est vrai, on en prend plein le nez, plein les oreilles, plein les yeux. C'est waouh, le choc. J'adore ça. Donc le Japon, c'est vraiment l'opposé total de ce qu'on vit ici. Et puis, bon, bah, voilà, il y a le côté les cerisiers en fleurs, quand on y va à la belle période, bon voilà, à la bonne période. Il y a plein de choses qui m'attirent. Après, j'ai une petite réserve avec ce pays-là, c'est que je me demande si je risque pas d'être un peu... Moi qui suis habituée à la Thaïlande et qui adore la Thaïlande pour son côté accueillant, au Japon, a priori, c'est pas trop pareil. Les gens sont plus dans leur truc et viennent pas trop vers nous. Je sais pas si je serais pas frustrée d'être là et de dire hey, mais dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu fais? Voilà, les Thaïlandais, ils nous accueillent des bras ouverts quand on se comporte bien. On partage beaucoup et je crois qu'au Japon, c'est pas trop le cas. Mais en tout cas, c'est un pays que j'adorerais visiter. Le Guatemala, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce qu'il y a des plongées incroyables à faire là-bas et que j'adore la plongée. Il y a plein de pays que j'aimerais faire, mais en tout cas voilà, si là on me disait tout de suite je t'offre un billet d'avion, où est-ce que tu vas, je pense que je dirais Canada ou Japon, je pense. Et ça c'était trop cool comme question. Alors, on continue dans les voyages. Où partez-vous en vacances en octobre? Alors c'est vrai que j'en ai fait un peu un secret, je vous ai dit que je partais en vacances et puis je vous ai pas dit où. C'est pas pour faire du secret, c'est parce qu'en fait je suis un peu superstitieuse et que l'année dernière on a eu tellement peur de ne pas partir que j'ai pas osé en parler, et du coup cette année j'ai attendu un peu, donc on repart en Thaïlande cette année. C'était pas prévu, on devait partir aux Antilles pour voir notre famille, enfin ma belle famille, la famille de mon mari. Et puis les prix des billets d'avion cette année ont tellement explosé que ça a rendu le projet impossible. C'est du délire là en ce moment les prix. C'est-à-dire que là ça nous coûte moins cher d'aller en Asie, de prendre 2 avions dans une super compagnie que juste de rentrer chez mon mari, quoi, en France, prendre un seul avion. Donc voilà, du coup c'est pas pour cette année, j'espère prochainement, mais donc du coup on part en Thaïlande, voilà, je suis trop contente, et puis voilà, j'ai attendu un peu parce que j'entendais le Covid qui revient, machin, enfin bon, j'ai eu peur que ça se passe pas. Écoutez, là normalement on n'est pas très loin du départ, donc je repars en Thaïlande. Et si vous avez vu ma vidéo, je vous la remets ici, si vous avez vu ma vidéo, celle que je viens de faire sur la Thaïlande, et ben comprendrez pourquoi je suis si heureuse de retourner là-bas, et je peux y aller 20 fois et je serai toujours aussi contente. Alors, continue. Hello, quelles sont tes destinations de voyage de rêve? Et alors ça, c'est une question intéressante. Quand je l'ai vue passer, je me suis dit, ah, je sais pas quoi répondre. Alors j'y réfléchis, histoire de ne pas vous faire une vidéo
Et ben en fait, je pense que c'est la Thaïlande, sans surprise, hein, parce que en fait, une destination de rêve, pour moi, je vois tout de suite, il y a des endroits où ça me paraît paradisiaque, où ça doit être incroyable à voir. Je pense à Tahiti, c'est un endroit où, enfin du moins la Polynésie, les Samoa, tout ça, où j'ai toujours voulu aller, où j'imagine que les paysages sont incroyables, les Maldives, ce type d'endroit. Mais à la fois, je pense que moi, je m'y ennuierais un peu là-bas. Alors ça va peut-être faire hérisser les gens qui rêvent d'y aller, j'y suis jamais allée non plus, hein. Mais j'ai l'impression que c'est des destinations où, ok, on en prend plein les yeux, mais je me dis en fait au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Les Maldives, c'est magnifique, c'est incroyable, on fait des photos superbes, on fait de la plongée, et puis en fait au bout de 3 jours, c'est partout pareil, vous voyez. Et moi, je crois que j'ai besoin d'endroits avec une culture qui est forte, où on peut bouger de partout. J'ai besoin de liberté aussi, d'endroits où c'est facile de voyager. Et en fait, c'est vrai que c'est tout ce qu'on... Si vous voulez, la Thaïlande, pour nous, et j'ai de la chance parce qu'avec mon mari, on ressent la même chose, c'est un endroit qui est complet, où on va tout retrouver. D'ailleurs, c'est bien simple. Avant, on a fait un tour du monde quand même, tous les deux. On avait tendance à aller sur un pays et puis check, c'est fait, on passe au prochain. Et on tombe en Thaïlande. Et on y retourne, et on y retourne, et on y retourne. Et je crois d'ailleurs que s'il n'y avait que moi, s'il n'y avait pas mon mari pour me dire au moins tous les 2-3 ans, ah non, viens, on va voir autre chose, je crois que j'irais que là-bas. Parce que c'est complet en fait, c'est la nourriture qui est incroyable, c'est les gens qui sont incroyables, c'est la façon de vivre à la thaïlandaise. Là-bas on dit sabai sabai, c'est tout va bien, il n'y a pas de soucis. En fait, en Thaïlande, c'est comme ça. Évidemment, des soucis, il y en a comme partout, mais c'est une façon de vivre. Enfin, moi, j'ai déjà vu des gens se rentrer dedans. Une voiture qui rentre dans un tuk-tuk, et le monsieur du tuk-tuk, c'est tout ce qu'il a. C'est sa manière de faire vivre la famille ici, mais essayez de vous rentrer dedans. Tout le monde va devenir dingue. Et certainement moi la première. Et en fait, là-bas, c'est ok. C'est fait, on va trouver... Enfin, voilà, c'est un art de vivre qui, vraiment, moi, qui me parle beaucoup. Et plus le temps passe, encore plus. C'est un endroit où on a encore un sentiment de liberté, où il y a des choses dangereuses, hein. On peut rouler sans casque, on peut, voilà, après on le fait ou on le fait pas. Nous, il y a plein de choses qu'on fait pas parce qu'on trouve ça dangereux, mais on se sent pas... on est libre en fait là-bas, on n'est pas jugé, on peut être comme on veut, il n'y a pas d'histoire de racisme, il n'y a pas d'histoire d'histoire de religion, de tout le monde vit avec tout le monde. Enfin voilà, donc la destination de mes rêves, finalement, c'est la Thaïlande. Alors, vous parlez peu de monsieur, que fait-il dans la vie? Alors surtout, faut pas me vous voyez, hein, je me sens vieille, il faut me dire, tu vieilla, tu parles peu de monsieur, que fait-il dans la vie? Alors c'est vrai que je parle peu de lui, je vous le montre quand même pas mal, de dos et tout ça, parce que je tiens à ce que ça reste une chaîne quand même qui est familiale, et qu'on sache que voilà, j'ai une vie de famille qui est là, qui est très présente. En plus, moi je suis maman au foyer, enfin je suis femme au foyer, donc c'est vraiment ma famille, c'est le centre de ma vie, hein, j'ai tout arrêté pour me consacrer à ça. Mais je vous en parle peu parce que mon mari ne souhaite pas être sur les réseaux. Lui, il n'y est pas, il n'a pas du tout de réseaux sociaux et tout ça, c'est pas son truc. Donc je respecte ça, c'est pour ça que je vous le montre pas, comme ma fille. Et puis j'en parle peu parce que, en même temps, je vous parle de plantes, de beauté, de voyage. Si, quand je vous parle de voyage, je vous donne un peu son avis, mais voilà, bon, c'est ma chaîne, lui, c'est pas trop son truc, donc voilà, je respecte ça. Et que fait-il dans la vie? Mon mari, il est dans le monde de la moto, il travaille avec Honda. Voilà, c'est pour ça que vous me voyez souvent avec des vêtements Honda. Et voilà pour mon mari. Alors là, j'ai le gros sourire parce que c'est Leslie du compte Jardin Croisé qui dit: quand est-ce que tu viens me voir en Martinique? Et ben, j'aurais adoré lui répondre: là, j'arrive dans 3 semaines. Ça devait être cette année, voilà, comme je vous ai expliqué plus tôt, donc c'est pas le cas. J'espère, ma belle Leslie, que ça sera l'année prochaine. En tout cas, c'est sûr que quand je viens en Martinique, voilà, ça va me faire trop plaisir de passer du temps avec toi. J'espère l'an prochain. On aimerait, enfin, alors du coup, pas l'an prochain. Donc nous, en général, on part en vacances en octobre. On va essayer de mettre des sous de côté pour partir, donc pas en octobre de l'année prochaine, mais en février de celle d'après. Donc j'espère février 2025, mais voilà, en tout cas, je pense que notre prochain voyage, ça sera aux Antilles, parce qu'on veut rentrer voir la famille de mon mari, que c'est compliqué depuis le Covid. Les années Covid, on n'a pas pu y aller, donc on les a fait venir, et puis là, cette année, heureusement, c'est encore pas faisable. Donc voilà, normalement, d'ici 2025, moi, ça sera l'année de mes 40 ans. Mon mari aussi, donc voilà, l'idée c'est d'essayer de rentrer
Donc je pense prochain voyage. Mais je vous fais pas de suspense, vous saurez d'avance où est-ce que je pars la prochaine fois, j'espère. Alors, des idées petit-déj pour les enfants. Ah oui, on parle de nourriture aussi. Vous voyez, ça reflète vraiment. Alors, des idées petit-déj pour les enfants, ça, je vous en partage souvent sur Instagram. Si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à nous rejoindre. Je partage tous les jours sur Instagram et souvent, je donne je donne mes idées de menus pour la semaine et je partage souvent ce que je fais pour ma fille. Alors si vous vous demandez pourquoi on me pose cette question, je pense, et surtout voyons qui me la pose, que c'est par rapport à notre choix de donner peu de sucre à notre fille, raffiné j'entends par là. C'est un choix qu'on a fait depuis qu'elle est petite. D'ailleurs au début elle n'avait pas du tout. Bon malheureusement avec l'école ça s'est fait malgré nous plus tôt que ce qu'on aurait voulu. Et voilà, aujourd'hui nous le sucre on essaye que ce soit quelque chose de festif et pas quelque chose qui est tous les jours. Donc et les petits déjeuners, on veut des petits déjeuners équilibrés mais copieux. Chez nous on mange le matin. Moi, je me lève tôt pour cuisiner parce qu'on mange vraiment. Des idées petit-déj, ce que ma fille aime et ce que je lui fais souvent. Alors le plus souvent, son petit-déj basique, c'est un œuf. Donc soit brouillé, soit comment on dit, sur le plat, que je lui fais cuire des deux côtés. Avec une tranche de cheddar dessus, que je lui mets sur un toast avec de l'avocat. Donc œuf, pain complet, œuf, avocat, fromage et fruits. Ça, c'est son petit-déj de base. On ne fait pas de fruits pressés la semaine, on mange des fruits qu'on croque et on fait des jus pressés une fois par semaine. Je vous ai déjà montré ça aussi sur Instagram, soit des jus de légumes avec un petit peu de fruits, soit carrément une orange pressée avec un pomelo. Parfois elle va demander, et ça c'est que quand j'ai du temps, c'est le petit déjeuner le plus long que je fais, parce que souvent on me dit oui mais c'est long. Honnêtement ce que je fais c'est pas long, hein. Ça prend pas longtemps, je cuisine un peu mais finalement quand on pense à sortir une tranche de pain puis la tartiner tout ça, je pense que ça prend à peu près le même temps. Donc c'est pas des petits déjeuners longs. Ce qu'elle me demande parfois qui est un petit peu plus long, c'est un œuf à la coque, parce que je crois que c'est 4 minutes de cuisson. Voilà, c'est vraiment celui qui est le plus long parce qu'il faut attendre 4 minutes. Un œuf sur le plat ou un œuf brouillé, enfin un œuf brouillé vraiment c'est allez 45 secondes quoi. C'est tac tac, hop, je lui mets ça sur son fromage et elle mange ça avec son pain et voilà quoi. Avec son avocat. Donc parfois elle va me demander un œuf à la coque et c'est pareil, ça sera avec des fruits, du pain. Elle me demande du houmous aussi, souvent le matin. Nous on mange ça, mon mari mange des tartines des vasas avec du houmous et de l'avocat dessus, elle demande ça. Et pour le côté sucré, alors sans sucre, hein, alors après on peut préparer des gâteaux à l'avance sans sucre avec du miel, les découper, on peut faire des choses comme ça. C'est vrai que moi je fais pas, je devrais mais j'y pense jamais le week-end et puis j'ai l'habitude en fait moi de cuisiner le matin. Pour les trucs que je cuisine comme ça rapide, sucrés, je lui fais des porridge. Je vous ai déjà montré ça dans un vlog je pense. Ça c'est tout simple, ça s'appelle overnight porridge parce que je le prépare la veille. En fait je mets des flocons d'avoine, je lui mets un petit peu de chocolat en poudre, je mets du chocolat à 80% avec du lait d'amande, je mélange tout ça, je mets au frigo, en fait ça gonfle pendant la nuit, en fait le matin j'ai juste à sortir mon pot, l'ouvrir, couper une banane dessus et je lui sers ça. Des fois je lui mets un peu des amandes effilées, des trucs comme ça, elle adore ça. Moi je le fais aussi mais je mets pas de chocolat, pour moi je mets de la cannelle. Et ce que je voulais vous dire d'autre, oui, et sinon je fais des pancakes à la banane. C'est pareil, c'est tout simple en fait, plutôt que de mettre du miel ou du sirop d'agave ou un truc comme ça qui est déjà bien mieux que du sucre raffiné. Déjà si vous faites des pancakes ou des crêpes avec du sucre, vous pouvez mettre à la place du sirop d'agave ou du miel, c'est déjà mieux. Moi ce que je fais quand je lui fais des pancakes comme ça le matin, c'est que j'écrase dedans une banane et du coup ça donne un goût sucré et fruité et voilà, je le mange comme ça. Voilà, c'est bon. Après des fois c'est quand même plutôt autour de ça qu'on tourne. Le week-end je vais faire des muffins, des crêpes, des trucs comme ça, mais la semaine voilà, en général c'est ça les petits déj type. Voilà voilà. Alors c'est quoi ton budget max pour une plante? Remarque que tu fais dans certaines vidéos. Oui, c'est vrai que je vous dis souvent ça, que ça rentre pas dans mon budget parce que moi je me suis donné des limites voilà, pour mes achats plantes. Alors je dirais que mon budget max c'est 30 € pour une plante. Voilà, en général quand ça dépasse 30 €, il faut vraiment que ça soit une plante que j'ai voulu depuis longtemps, que ça soit un gros truc et puis que vraiment ça soit ok là, je sais pas, c'est mon anniversaire,
c'est une grosse occasion. Allez, je vais m'offrir cette plante-là. C'est simple, je l'ai fait 3 fois depuis le début de ma chaîne. Je l'ai fait une fois pour mon Monstera variegata qui est devenu Enormous, qui est trop beau, que j'avais acheté sur le site Plant Lovers Shop. Et alors là, vraiment, je ne suis pas déçue. Et moi, je voulais pas le faire. Et c'est mon mari qui m'a dit, mais vas-y, regarde, ça fait trop longtemps que tu veux cette plante-là, elle est super blanche comme tu veux. Et puis il m'avait dit, après, tu pourras toujours la découper, revendre des boutures. J'avais dit ça, je ne l'ai jamais fait. Mais voilà. Je l'ai fait pour mon Gloriosum. Si vous vous souvenez, si vous êtes là depuis le début de la chaîne, je vous avais dit, c'est un de mes plus gros achats. J'avais payé 50 € et finalement, j'en étais pas satisfaite. Je le trouvais trop petit et je l'avais échangé avec Joao qui m'avait offert le sien qui est énorme. Je vous ai tourné la partie 2 du haul plante de Joao, donc 1 an après. Je le garde pour les vacances, là, comme on part bientôt, je ne voudrais pas que la chaîne reste inactive pendant la durée de mon voyage, donc j'ai tourné des vidéos que je vais vous garder, mais ça arrive et vous allez voir le Gloriosum, ce qu'il est devenu. Donc pour lui, et la troisième fois c'était pour le Verrucosum que j'avais racheté à Joao justement, que j'avais payé 50 € et qui va pas bien du tout. Alors je vous l'ai montré, ça allait, c'était merveilleux dans la boîte. Entre temps, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, je l'ai sorti de la boîte, il a les feuilles comme ça, je peux plus. Lui, je lui ai dit, écoute, tu restes là, je t'arrose, tu vis, tu meurs, je peux plus. Voilà. Donc mon budget max, on va dire que c'est 30 € et que je peux aller jusqu'à 50, voilà, quand vraiment c'est une plante sur laquelle j'ai craqué. Après, au-delà, je vais pas. Et pour une bouture, je dirais que c'est pareil, 15-30 €, c'est un max que je me donne parce que j'achète pas de bouture hyper rare. Parce qu'en fait, je trouve ça trop risqué, donc j'ai pas envie de risquer plus de 30 € là-dedans. Voilà, donc on va dire 15, 30 max si c'est vraiment une bouture de dingue, et 30, 50 max si c'est vraiment une plante de dingue. Voilà, et c'est pas des trucs que je fais souvent à ces prix-là. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut mettre dans une plante, hein. C'est très personnel, c'est par rapport à ma vie, mes choix de vie. Voilà, aujourd'hui, on a choisi que je sois maman au foyer. C'est du vivant, j'ai peur que ça se perde. Voilà. Avec tous ces paramètres-là, j'ai fait ces choix-là. Alors, as-tu un conseil pour une plante facile à l'entretien? As-tu un conseil pour une plante facile à l'entretien pour l'intérieur? Alors, je ne sais pas si on me demande qu'est-ce que je conseille de faire pour une plante facile, ou si on me demande quelle plante serait facile d'entretien. Je pense que c'est ça la question. Une plante facile d'entretien pour l'intérieur, moi je dirais les syngoniums. Les syngoniums, je les trouve hyper simples. Moi j'ai un syngonium panda, vous allez voir dans la vidéo là, dont je vous parle, qui est devenu monstrueux. J'ai le syngonium albo variegata, j'ai le tricolore. Là-bas c'est qui encore? Un autre qui est rose et j'oublie toujours son nom. Red Spot et tricolore. Bon bref, les deux vont super bien. J'ai jamais perdu un syngonium, je les trouve faciles. Il y en a qui sont grimpants, il y en a d'autres qui sont buissonnants. Voilà, ça a des racines qui sont plus grosses que, vous voyez, les phyllos, il y a certains phyllos qui ont des petites racines, enfin d'ailleurs les phyllos ont des racines fines, et moi en fait je trouve que les plantes, plus elles ont les racines fines, plus elles sont compliquées. Enfin en même temps je dis j'ai l'impression, mais c'est pas une impression, c'est très lié. Les plantes qui ont des racines fines, elles ont peu de réserve, les plantes qui ont des racines plus charnues ont plus de réserve, et je trouve qu'elles se mettent moins vite en PLS, là. Ça se passe quand même mieux. Donc les syngos ont des grosses racines. Syngonium, je dirais les spathiphyllum, qui sont hyper satisfaisants et qui sont faciles. Moi j'ai le spathiphyllum classique, le variegata est assez simple, et il y a le spathiphyllum sensation, qui, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous l'ai mis dans la vidéo, mon vlog de Thaïlande, là, où je vous montre un peu plein de trucs en Thaïlande. J'en ai vu un monstrueux, ma belle-sœur en a un, c'est magnifique, ça devient gros, ça fait des grosses feuilles et c'est facile d'entretien. Et puis c'est pas des plantes qui attrapent facilement des nuisibles. Alors bien sûr on peut en avoir, hein, comme toujours, mais voilà, je trouve qu'il y a des plantes qui sont vraiment des aimants à nuisibles. Les syngoniums, les spathiphyllum, c'est pas le cas. Je dirais le Zamioculcas zamifolia, la plante ZZ, qui est facile d'entretien aussi. Et puis les pothos, qui sont à peu près tous simples aussi. Voilà. Coucou Yaya, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Alors, j'ai 3 questions à te poser. Qui t'a donné la malédiction des succulentes? Qui m'a donné la malédiction des succulentes? Je sais pas trop. Comment est-ce que ça a commencé, mon histoire de succulentes? Je sais même plus. Je crois que personne me l'a donné. J'arrive pas à me rappeler.
les premières que j'ai achetées, pourquoi? Mais en fait, ça s'est un peu fait tout seul et malgré moi. C'est-à-dire que je me suis acharnée, si vous êtes là depuis un moment, vous le voyez avec mes vidéos d'extérieur, je me suis acharnée à vouloir avoir des petites plantes, des dipladénias, des trucs, je me suis les pensées, des trucs tout délicats et tout ça. Mais en fait, ça marche pas sur mon balcon. Et puis, je me rappelle pas, parce que c'était mes premières succulentes, mais 1, 2, 3 succulentes, et en fait je voyais bien que ça tenait, et surtout j'ai vu que ça devenait de plus en plus beau, et notamment les kalanchoé, pas les kalanchoé tout simples là avec les fleurs, mais toutes les succulentes, les kalanchoé que j'ai eues, je vous disais, ah, celle-là elle ressemble un peu à du corail, et ben en fait ces plantes-là, elles sont devenues énormes, j'en ai une là devant ma fenêtre. Elles sont devenues super grandes, elles ont pris des couleurs incroyables et en fait je me suis dit, mais c'est ce qui tient le mieux. Finalement ça répond aussi à une problématique qu'il y a ici. Moi je suis dans une région où on est très souvent en restriction au niveau de l'eau. Ben, finalement les succulentes, alors il faut arroser les succulentes, hein. Il ne faut pas se dire les succulentes, les cactus, ça n'a pas besoin d'eau, on les arrose jamais et puis on les arrose un coup de temps en temps et tout pourri, il ne faut pas faire ça du tout. Mais c'est quand même des plantes qui sont plus résistantes au manque d'eau. Donc ça répond aussi à cette problématique-là. Moi, j'arrive pas à tenir, je sais pas, des géraniums ou des trucs comme ça que j'adorais en région parisienne. Ici, même en leur mettant de l'eau tout le temps, et ce qui est à mon sens pas hyper raisonnable en étant ici, même malgré ça, ça tient pas, donc faut laisser tomber quoi. J'ai mis un peu longtemps, mais ça y est, j'ai compris. Donc je crois que personne m'a mis là-dedans, je m'y suis un peu retrouvée par constat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore les succulentes, je trouve ça hyper satisfaisant. Au début, j'avais l'impression que c'était lent, ça poussait pas du tout en fait. Quand on a la bonne exposition, quand il fait chaud et qu'on les arrose bien, ça pousse vite, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, go pour les succulentes. Est-ce que tu aurais pensé avoir une collection de plantes il y a 5 ans en arrière? Non. Non, il y a 5 ans en arrière, j'aurais pas pensé avoir une collection. J'ai toujours bien aimé les plantes. Mais en fait, si j'avais déjà une collection de plantes, enfin non, on collectionnait pas, mais on avait pas mal d'orchidées. Mais non, j'aurais pas pensé collectionner les plantes. Et puis voilà, c'est arrivé quand j'ai découvert Steph Chouquette, ma copine, qui est la première plante addict que j'ai connue. Je ne connaissais pas ce mâle. Et puis voilà, je suis devenue plante addict aussi. Et puis après, le côté collection, c'est vite arrivé. Hein. Mais non, non, 5 ans avant, j'aurais pas cru faire ça. Et quelles sont tes 5 succulentes préférées vu que tu t'es lancée dans un monde complètement différent? Merci et prends soin de toi et de ta famille. Merci beaucoup. Alors mes 5 succulentes préférées, je dirais les kalanchoé, ça c'est sûr. Alors le problème c'est que je m'y connais pas assez bien en succulentes pour vous donner des noms précis. L'année prochaine je serai plus opérationnelle, là j'en ai eu quelques-unes cette année mais je suis pas encore assez renseignée. Les kalanchoé de manière générale, j'aurais dû, oui, le problème c'est que j'ai lu vite fait comme ça mais celle-là je l'avais pas vue. J'aurais dû préparer cette question. Je vais dire, ouais, les kalanchoé, il y en a quelques-unes en particulier, mais j'ai pas les noms là. Et puis, eh bien, j'ai acheté les sédums aussi, j'aime bien. J'ai acheté un sédum Boldi, je crois, si je dis pas de bêtises, que je vous ai montré récemment là, en photo variegata, qui fait des fleurs roses, qui est incroyable, je l'adore. Et le sedum burrito. Ben, j'aime bien les sédums de manière générale, je trouve ça joli. Le sedum burrito, vous savez, qui retombe, j'adore. Voilà, ça serait ça mes succulentes préférées. Et puis la dernière question, je l'ai placée à la fin parce que je vais me décoiffer. On m'a demandé, coucou Yaya, merci pour tes partages. Peux-tu nous donner le secret de tes chignons sans attache invisible? Alors, je pense que c'est de ça qu'on me parle. Alors, si c'est mon chignon que j'appelle mon chignon perruche, là, je pourrais pas vous montrer... Ouais, non, je vais pas pouvoir là. Mais celui-ci, c'est marrant parce que ça, c'est une question qui revient souvent sur Instagram. Alors, à chaque fois, je réponds en message privé et du coup, je vais vous le faire ici. On me dit tes chignons sans attache. En fait, il y a des attaches, mais c'est que vous les voyez pas. Donc, je vais me rapprocher comme ça et je vous ferai la conclusion de cette vidéo certainement décoiffée parce que je vois pas grand-chose là dans le petit écran. En fait, j'utilise ça. J'utilise des grandes pinces comme ça. C'est ça ce qui fonctionne. Alors déjà, je pense quand même que le secret, c'est d'avoir les cheveux... Moi, j'ai les cheveux très longs, hein, j'ai les cheveux qui m'arrivent aux fesses.
Donc ça me permet vraiment d'avoir un gros chignon. J'ai pas de mousse dedans, vous allez voir, j'ai rien dedans. En fait, juste j'entoure et je mets 2 pinces comme ça. Je pense que c'est surtout ça, parce que vous allez voir, il n'y a rien de compliqué du tout. Donc avant, j'utilisais ça, et ça, vraiment, si vous trouvez ça, c'est le feu. Ces pinces-là, j'achetais ça à Paris chez un grossiste, un coiffeur qui faisait grossiste. J'arrive pas à les retrouver, je suis trop triste, et j'en ai cassé plusieurs. Donc voilà, mais alors vraiment ça, c'est les grosses griffes comme ça, là c'est le top. Et j'ai retrouvé ça l'année dernière. Bon, ma foi c'est pas mal, ça fait le job, c'est moins bien que les autres, mais voilà. Et donc en fait, juste je tourne, je vais vous montrer, peut-être que je monte un peu ça là. Voyez. Tac, voilà. Et je mets ça dedans, vous voyez, en fait il y en a 2. 1, 2... Tac. Ah non, il y en avait 3. Et là, la 3e. Ah, ça, c'était une petite parce que ça dépassait. Voilà, donc, vous voyez, en fait, je mets juste 2 pinces comme ça. En fait, je fais une queue haute. Et là, tous les garçons de la communauté qui regardent cette vidéo sont très contents. Vous allez apprendre à faire des chignons à vos filles. Voilà, en fait, je me fais une queue très haute. Alors, moi, j'ai mon reste de frange là, de l'année dernière que je vais pas tarder à recouper, qui m'arrive là, donc qui me fait une pointe. Mais... voilà, alors en fait ce que je fais c'est que je tourne pas comme ça parce que sinon là ça je trouve que ça fait des chignons un peu de grand-mère là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez quand ça fait un double bourrelet comme ça là c'est pas beau. Hop, donc je fais ma queue bien haute et après en fait je tourne juste une fois et tac, vous voyez je laisse tout comme ça et je fais ça. Alors je sais pas du tout si ça ressemble à quelque chose là ce que j'ai fait, attendez, je regarde. Oui, bon, c'est de l'approximatif, mais c'est ça. Et en fait, après, j'accroche une fois derrière pour que ça tienne. Tac. Et je pique vers le haut pour que ça tienne tous les étages, là. Voilà. Et je rentre ça. Je sais pas ce que je suis en train de vous faire, je vois pas grand-chose. Voilà. Et je rentre ça ici. Tac. Et normalement, bah, on doit avoir... Oui, voilà. Voilà, voilà. Et alors le chignon perruche, ça me paraît compliqué de vous faire ça comme ça, mais sinon je vous ferai un tuto, enfin un tuto, une story sur Instagram pour vous montrer. En fait, le chignon perruche, je le fais avec ça. Attendez. En fait, je passe comme ça, vous voyez, et je fais pas complètement, je sais pas comment vous expliquer, je passe pas complètement comme quand on fait une queue de cheval, voilà. Et une fois que je me retrouve avec ça, je le mets derrière, tac, vous voyez, et en fait, hop, ça je le prends, je viens le cacher sur les côtés, c'est pareil, en fait je mets juste 2 pinces, une comme ça, tac. Et, oh alors là je suis pas sûre que ça ressemble à grand chose. Mais voilà, en gros, j'attache... tac. Voilà, j'en mets une ou deux. Je suis pas sûre qu'on soit bien bon là, mais vous aurez compris l'idée. Voilà. Oui. Bon, là, il y a un peu de vide, il faut mieux répartir, mais voilà, dans le principe... Enfin, en tout cas, dans le principe, je le fais aussi vite que ce que je vous ai montré là. Donc, c'est vraiment pas des trucs... Je reçois hyper souvent des questions sur mes chignons. Parce que j'ai l'impression que vous croyez que je fais des trucs hyper élaborés, je mets ce temps-là à le faire. Je tac, tac, et 2 pinces, et voilà, c'est fini. Mais bon, quand j'y vois quelque chose, ça rend mieux. Voilà. Oh, je pense que j'ai une tête pas mal pour finir la vidéo là. Bon, et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Je trouve ça trop chouette, les FAQ. Je sais pas si j'ai un côté... les foires aux questions, je trouve que je dis FAQ. Je sais pas si j'ai un côté commère ou quoi, mais c'est un truc que j'aime bien regarder sur les chaînes. Je trouve ça sympa en fait d'en apprendre plus sur les créateurs de contenu qu'on suit. Alors là, il y avait des questions plantes, c'était sympa, ça permet de se poser des questions. Et puis aussi des questions sur la vie. C'est vrai que des fois, c'est pas des choses qu'on aurait vues dans les vidéos, donc voilà, moi ça me plaît de les regarder, du coup ça me plaît d'en faire. Je continuerai à en faire une fois par an quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Voilà, je trouve ça sympa. Donc voilà, merci encore à toutes les personnes qui sont là. Je crois que ça fait 2 ans maintenant que je suis là, à toutes les personnes qui sont là depuis 2 ans. Bienvenue et merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.